Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est près de 7 h du matin. Le soleil se lève sur Kédougou, sur le pont Fongolembi, une des routes qui mène en Guinée. En dessous, nous avons le fleuve la Gambie qui va directement vers le Mali, qui contourne aussi, dit-on, un peu Kédougou, la commune. Derrière moi, c'est la commune de Dimboli. À quelques minutes, nous sommes sur ce pont qui a une très belle histoire, sur ce pont qui relie les deux communes. Pourquoi nous sommes ici sur ce pont? C'est justement pour vous parler d'une émission qui commence ici avec Kédougou. Cette émission, c'est Mon Sénégal qui s'arrête sur toutes les villes, toutes les communes, toutes les régions du pays pour montrer le côté attractif. Nous avons commencé ici parce que tout simplement, quelqu'un qui s'appelle Oudi Diallo nous a tellement parlé de Kédougou que nous avons pris le soin de venir. Alors, nous allons parler de Kédougou, nous allons montrer Kédougou, nous allons montrer le côté attractif de Kédougou. La ville rouge, pourquoi? Parce que sa terre est feraltique, ça veut dire qu'elle a du fer. C'est pour cela que quand le vent se lève, on voit tout de suite toutes les maisons se transformer en rouge. Mais Kédougou, c'est aussi pas mal de basalte. Pourquoi? Serait-elle volcanique? On ne sait pas. Peut-être que les historiens devraient, ou alors les géographes devraient nous en parler un peu plus. Mais Kédougou est rempli de belles histoires, même s'il y a peut-être un peu de tristesse quand on va évoquer le nom Mamadou Dia. Mamadou Dia, un homme politique que nous avons connu aux premières heures de l'indépendance, dont le nom est associé à Kédougou pour y avoir fait la prison. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous sommes là pour montrer le beau côté de Kédougou. Et ça, vous pouvez voir cette émission Mon Sénégal sur notre chaîne Mader TV, que vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou les applications telepac.net ou africaorigine.net. Ici, le point de départ de votre émission Mon Sénégal, le fleuve qu'on va vous montrer, la Gambie, juste en dessous, ce pont qui est magnifique, qui a été fait, si l'on ne se trompe, c'est avec le président Macky Sall qui a fini le travail. Voilà donc le travail commence comme ça, ainsi débute votre émission. Nous allons vous montrer Kédougou. Vous pouvez me suivre. Père Charles la de. mais kii waa kii Père Charles mais yow. Père Charles waaw moom la kay. góor gi l'étudiant. waaw moom la kay. mais tu es en plein entraînement. oui gis nga de. L'intellectuel de la reine sénégalaise. Mesdames, Messieurs, dans la continuité de Mon Pays que nous avons commencé ce matin sur le pont de Fongolembi, nous voilà aujourd'hui avec le gouverneur de Kédougou, de la région de Kédougou, M. Sayer Ndao, avec lequel nous allons échanger pour cette émission qui va durer, qui va passer toute une journée avec une fin de coucher du soleil que vous aurez le plaisir de voir sur Kédougou. Nous sommes dans le bureau de M. Sayer Ndao, qui est le gouverneur de Kédougou, que nous sommes venus visiter dans le cadre de notre émission Mon Pays. Alors, bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour Charles, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à Kédougou. Alors Kédougou, nous avons eu la particularité de cette curiosité de venir à Kédougou. Nous allons vous demander de présenter Kédougou aux Sénégalais, mais aussi à nos téléspectateurs qui sont d'ici et d'ailleurs. Merci. Donc Kédougou est une jeune région qui est née en 2008. C'est la réforme de 2008 qui a érigé le département, l'ancien département de Kédougou en région. Depuis jusqu'à 2008, Kédougou était un département de la région de Tambacounda. On a voulu, l'autorité dans sa logique a voulu
rapprocher l'administration des administrés. Ce qui a fait qu'on a créé en 2008 la région de Kédougou qui est composée de 3 départements. Kédougou, chef-lieu donc, ensuite il y a Saraya et Salemata. Donc sur une superficie d'environ 16 000 km² avec 196 200 habitants. C'est les chiffres de l'ANSD en 2021. Donc nous avons une région en marche, une jeune région qui est née en 2008, qui regorge de beaucoup de potentialités dans tous les domaines et qui a vraiment envie de rattraper les autres régions du point de vue développement. Et en gros, c'est ce qui est Kédougou, composé de 19 collectivités territoriales, hein, donc avec ce qu'on appelle des communes de plein exercice, mais aussi à côté on a ce qu'on appelle les conseils départementaux. Donc en termes, voilà ce qui compose donc la région. On a aussi au niveau de l'architecture administrative, dans chaque département, on se retrouve avec 2 arrondissements, ce qui fait qu'on a une région avec un gouverneur à la tête, avec 3 départements avec chacun des préfets. Mais dans chaque département, on se retrouve avec 2 arrondissements, donc avec des sous-préfets. À l'intérieur, maintenant, on a des communes de plein exercice et aussi on a des conseils départementaux. Voilà globalement l'architecture administrative de Kédougou avec, c'est vrai, une densité parsemée parce que l'occupation spatiale de Kédougou est un peu disparate. Certains retrouvent un regroupement humain, par contre dans d'autres localités, le regroupement humain n'est pas très dense, ce qui fait qu'en moyenne, on peut se retrouver entre 11 et 12 habitants au kilomètre². Est-ce que ça ne pose pas parfois un problème dans ce découpage que vous dites peut-être où on devrait appartenir à un département et se retrouver à quelques kilomètres et dans ce découpage, il n'y a pas de problème administratif? Oui, dans ce découpage, on a des problèmes administratifs. C'est des problèmes qui nous rattrapent chaque fois qu'on crée une nouvelle entité administrative. Hein. Ça, dans beaucoup de communes au Sénégal, on vit cette situation. La commune de Kédougou est pratiquement encerclée par la commune de Bandafassi. C'est pourquoi souvent on a des litiges au niveau de certaines zones limites où Kédougou peut revendiquer cette appartenance à sa commune. Par contre, Bandafassi revendique cet appartement. L'exemple typique qu'on vous donne, l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou est sur le territoire de Dimboli. L'aérodrome de Kédougou est sur le territoire de Bandafassi. C'est vous dire que quand on érige souvent un département ou en région, il y a des dérèglements en termes de positionnement géographique qui font que vraiment certaines communes peuvent se sentir trop lésées, donc encerclées par d'autres communes qui souvent, pour empêcher la commune d'évoluer, démarrent des lotissements qui bloquent l'évolution de la commune chef-lieu souvent. Et ça pose beaucoup de problèmes, c'est pas seulement à Kédougou, on le rencontre dans beaucoup de collectivités au Sénégal. Et je pense que les autorités avaient initié une étude pour voir comment élargir ces zones qui sont un peu très coincées et qui ne peuvent pas accéder à un développement durable faute d'espace géographique de vie. Et je pense que Kédougou est dans cette logique aussi. Et en termes de cohésion, bon, ça ne pose pas un problème? Si, ça pose un problème réel, parce que vous savez, au Sénégal, il y a une technique administrative en termes de gestion des collectivités locales qui pouvait être très, très, très bénéfique pour nos collectivités. C'est ce qu'on appelle la gestion collégiale entre collectivités par un système de regroupement. S'ils parvenaient à faire ce système de regroupement entre collectivités et savoir que la limite, elle n'est limite que naturelle, cette limite qui peut être tantôt physique, mais au niveau de la jonction de nos populations, nous avons les mêmes modes de vie. Nous avons les mêmes populations. Si nous avons les mêmes modes de vie, les mêmes populations, la communalisation peut générer des regroupements entre communes et qui bénéficient beaucoup plus à nos populations parce que tous les projets innovants, les grands projets englobants pourront être institués au niveau de certaines zones. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Et cette intercommunalité est un moyen de gestion des collectivités territoriales, mais malheureusement mal compris par nos élus. Je pense que c'était un atout pour eux, pour pouvoir repousser les limites même de nos frontières et aspirer à un développement harmonieux qui mettrait en jonction et en synergie nos populations pour développer ce qu'on appelle le commun vouloir de vivre en commun. Et ça, c'est une notion importante en termes de développement local, mais c'est une notion importante dans le cadre du développement durable. Parce qu'il arrive des moments où on se partage certaines forêts, certaines zones qui peuvent générer des activités génératrices de revenus, mais certaines zones qui peuvent accompagner ce qu'on appelle le développement durable par la préservation de nos forêts, par exemple. Et ça,
c'est dans l'intercommunalité qu'on peut le faire. La gestion des déchets, c'est seulement l'intercommunalité qui peut nous aider à gérer cela, parce que la commune de Kédougou ne peut pas générer des déchets et les déverser au niveau de la zone de Dimboli ou de la zone de Bandafassi, ça pose problème. Maintenant, si on avait une intercommunalité, la gestion des déchets entre les trois entités pourrait être bénéfique en créant ce qu'on appelle un centre d'enfouissement technique qui permettrait de régénérer ces déchets et créer des emplois, mais aussi resservir ces déchets par le système de cycle. Mais cette intercommunalité n'existe pas. Chaque maire revendique la limite de ma commune. Alors que cette limite n'existe que dans notre conscience. La limite, elle n'est pas physique, elle n'est pas naturelle. Parce que vous arrêtez les populations ici en leur disant que voilà la limite de la commune, les populations vont au-delà. Parce que c'est ce jeune homme qui est là à Kédougou, qui va aller chercher une femme à Dimboli, qui va aller chercher un neveu à Bandafassi. Et vous ne pouvez pas les empêcher de créer cette trijonction, parce que c'est une famille naturelle. Et cette famille naturelle doit être préservée par nos élus. Et c'est pour des questions d'intérêt économique qu'on veuille nous imposer cette délimitation géographique en disant qu'on s'arrête là. On doit dépasser ces limites. On doit aller au-delà même de notre conscience, savoir qu'effectivement, avant même qu'il y ait commune, avant qu'il y ait département, il y a une seule nation qui est le Sénégal. Si on se base sur cette seule nation qui est le Sénégal, on pourra pousser les limites et s'immiscer dans ce qu'on appelle les modes de vie. Nous partageons le Peul, nous partageons le Malinké, nous partageons le Wolof souvent dans cette zone géographique où nous, population, nous nous comprenons. Mais c'est l'élu qui vient s'imposer en disant que voilà ma limite parce qu'il revendique une parcelle de pouvoir. Cette parcelle de pouvoir qui n'a de sens que pour l'élu local et qui n'a aucun sens pour les populations qui sont dans cette trijonction, appelées à vivre ensemble, à s'entraider, à nourrir des civilités pour gérer leur futur. Ça, je pense que les populations doivent maintenant forcer cette intercommunalité à nos élus. Ils ont choisi de gérer nos cités, mais ils ne doivent pas pouvoir gérer nos vies. Ils ne doivent pas pouvoir gérer nos commodités. Ils ne doivent pas pouvoir gérer nos civilisations et nos façons de faire. Et ça, je pense que tant que nos élus ne mettent pas ça en tête, on va avoir des difficultés à développer des projets. Imaginez qu'on veuille mettre aujourd'hui un centre de formation, grandeur nature à Kédougou. Kédougou n'a plus d'assiette foncière. Mais quand on dit l'hôpital de Kédougou, dans la mentalité des gens, il faut comprendre l'hôpital régional. Donc qu'on le mette entre Kédougou et Dimboli, qu'on le mette à Dimboli proprement dit, qu'on le mette entre Bandafassi et Dimboli, qui gagne? C'est la population de Kédougou région. Il faut qu'on essaie de dépasser cette notion d'appartenance à une commune, cette notion de limite, parce que, je le dis souvent à mes agents, quand on va sur le terrain, je leur dis qu'arrivé sur la frontière, je leur dis, qui peut me toucher la frontière? Personne. Concrètement, il n'existe pas. La frontière est ancrée dans notre conscience parce que, en nous apprenant l'histoire et la géographie, surtout la géographie, on ne calque sur un document. Et ce document est délimité dans l'espace. Forcément, ce qu'on veut nous montrer est délimité dans l'espace pour nous dire que voilà la limite, voilà la frontière. Mais quand on est allé sur place, on a vu que les populations entre les villages sont complètement impliquées. Ils parlent les mêmes langues. Et on a essayé de faire comprendre aux villageois sénégalais que oui, vous êtes sénégalais, la limite est là. Quand le téléphone sonne, c'est le réseau malien que vous voyez sur le téléphone. Celui qui est là et qui peut s'interconnecter avec son parent qui est à Paris, qui est à Dakar, qui est aux États-Unis, par le réseau malien. Vous voulez inculquer dans sa tête qu'il est typiquement et uniquement et simplement sénégalais, vous perdez votre temps. Il a dépassé là où vous êtes. Lui, il est au-delà même du Sénégalais. Parce que son appartenance est liée à son existence. Il existe parce qu'il peut communiquer avec son parent qui est de l'autre côté, qui lui envoie de quoi survivre. Il existe parce qu'il peut cohabiter avec son enfant qui étudie ailleurs. Mais celui qui lui permet de créer ces couloirs de transmission entre lui et son parent, vous voulez le déconnecter à celui-là parce que la géographie dit qu'on doit s'arrêter là, vous perdez votre temps. Donc, cette notion de limite, au-delà même de nos communes, doit dépasser même quelquefois nos pays. Et si nous voulons faire dans ce qu'on appelle le panafricanisme, il faut qu'on s'interprète et qu'on s'intègre.
Les principes d'intégration doivent être des réalités, des vécus, et non pas des principes calqués sur papier pour qu'on les récite. Ça n'a pas de sens. Moi, je me sens sénégalais et je dois pouvoir collaborer avec le Malien, le Guinéen, pour gérer un espace de sécurité. Ce qui m'intéresse dans cette interconnexion, si nous ne nous sentons pas africains, on ne pourra pas gérer les dangers qui guettent la Falémé, avec l'orpaillage traditionnel quand même, qui crée beaucoup de dégâts. Si on ne se sent pas africain, on aura toujours des difficultés à régler le problème de la toxicité de l'eau au niveau de la Falémé. Parce que le Sénégalais prend ses dispositions, mais l'autre qui ne se sent pas sénégalais fait ce qu'il veut. Quel est le sens ou le courant de l'eau? C'est de là vers le Sénégal. Nous avons plus intérêt donc à protéger parce qu'il devient pour nous un réservoir d'eau. Si l'eau ne descend pas, l'autre qui est en train de souiller parce que l'eau ne descend pas vers lui, il n'a pas intérêt à nous suivre dans cela. Mais si on est africain, on sent nettement qu'on est en train de porter préjudice à un autre Africain, non pas à un Sénégalais, mais à un autre Africain. C'est à partir de ce moment qu'on réfléchisse et qu'on se dise, ah, attendez, attention. À partir de ce moment, il nous faut avoir des actions concertées, des actions dynamiques et partagées qui nous permettent de gérer l'intérêt partagé et non pas l'intérêt particulier. Et c'est ça, pour pouvoir le faire, il faut transcender ces notions de frontières. Il faut qu'on aille vers plus l'Africain plutôt que l'appartenance à une nationalité qui n'est définie que sur un papier et qui nous renvoie à un système prédéfini pour dire que oui, quand je suis sénégalais, je dois être admis dans telle situation d'études, je dois faire tel niveau d'études, je dois avoir tel diplôme. Quand je suis de l'autre nationalité, c'est l'autre diplôme qui est permis, etc. Donc le développement durable va au-delà de nos frontières, au-delà de nos appartenances. C'est comment gérer les générations futures pour leur léguer le meilleur, comment faire de sorte que ces générations futures qui se reconnaîtront par ce que nous avons posé comme acte puissent sortir de ces difficultés. Et ça, quand nous voulons le faire, je pense, Charles, nous devons aller au-delà de limites territoriales. Ces limites territoriales, nous qui avons fait plusieurs fois le terrain, on ne le sent même pas. Quand vous parlez le malinké, vous avez la possibilité de valser entre le Mali et le Sénégal sans le savoir. Quand vous parlez le Peul, vous avez la possibilité de naviguer entre le Sénégal et la Guinée sans sentir même que vous avez changé de pays. Alors, ça c'est un atout. Mais c'est un atout. Un atout, il faut savoir le mettre sur vraiment l'échelle et pouvoir l'utiliser. C'est ça ce qu'on appelle comment faire à partir de ce moment pour que ce qu'on pensait être contrainte puisse être une opportunité pour nous. Et ça, il faut être humain, il faut être humaniste. Voilà donc les difficultés que nous sommes en train de vivre et des difficultés qui pourraient être peut-être atténuées si les gens avaient bien compris. Et on est en train de transcender ces mêmes frontières au niveau de nos communes, où deux maires souvent ne se parlent pas parce qu'ils sont comme ça. Et un maire revendique un bâtiment qui appartient de l'autre côté parce qu'il dit que c'est... Alors qu'il oublie que lui, il est là pour un moment, pour servir les populations un moment, et les populations l'ont choisi pour un moment. À partir au moment où on dit que ça m'appartient, vous n'êtes plus dans l'intérêt général, vous êtes dans l'intérêt particulier. Alors que si vous avez le mandat du peuple, vous devez gérer l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est qui peut profiter aux populations d'Imboli, peut profiter aux populations de Kédougou. Et à partir de ce moment, on ne sentira plus population d'Imboli de Kédougou, mais sénégalais. C'est ça qui nous manque. Tout à fait. Alors, apparemment, dans le découpage administratif politique, apparemment, des choix qui ont posé problème et qui peut-être expliquent certaines violences que l'on voit de plus en plus dans cette région, alors qu'on sait que ces dernières années, elle a été marquée, la région globalement, par des violences qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou alors elles étaient épistolaires dans les villages, mais elles ont pris beaucoup plus d'ampleur. Est-ce que donc les politiques aujourd'hui, par rapport en tout cas aux élus, les élus ne sont pas forcément dans la même dynamique de construction par rapport à ce qui devrait être à l'ordre national, voire sous-régional. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui expliquerait aujourd'hui que Kédougou, qui soit d'abord agricole avant d'être minière, elle a d'abord été agricole, est-ce que c'est ce qui expliquerait peut-être qu'on n'ait pas pu faire le développement de Kédougou comme on aurait pu le faire, par exemple, avec un des producteurs très forts, aller très vite au nom d'une
adhésion autour des principales valeurs et des principales forces de production. Les politiques, les élus ont peut-être provoqué ces... Oui, effectivement, je vous rejoins dans ça, parce que les politiques ont créé ce qu'on appelle une notion d'appartenance. Et cette notion d'appartenance nous amène à dire qu'effectivement, quand je me reconnais à tel élu, je suis de telle localité. À partir de ce moment, les richesses vont être cloisonnées. C'est-à-dire quand l'or apparaît au niveau de Kédougou ou bien l'or apparaît à Dimboli, la notion première pour les populations, c'est de dire que c'est les populations de Dimboli qui doivent en profiter. C'est là où tout le monde se trompe. Parce que dans la Constitution, il est clairement dit que la ressource naturelle appartient au peuple. Mais le peuple, c'est tout le monde. C'est maintenant, dans l'exploitation de ces ressources naturelles, qu'on dit que on a créé par des externalités, on a perturbé l'environnement immédiat de l'exploitation. L'environnement immédiat des communautés qui avoisinent la commune doivent être réparés, doivent être atténués. C'est là où on dit que le plan social doit les prendre en charge en premier lieu. S'il y a de l'emploi social, pensons d'abord à ces gens-là. S'il y a des retombées au niveau social, qu'on puisse l'appeler RSE ou qu'on puisse l'appeler appui social ou plan social, pensons d'abord à ces gens. C'est là où on doit faire une discrimination positive. Mais pas dire que telle personne est de telle localité, il ne doit pas profiter de la richesse. Non, là c'est trompé. Maintenant, c'est parce qu'on a cru tellement à nos élus qui ont développé cette notion de localité, appartenance à une localité, qui font que toutes nos richesses sont cloisonnées. Parce qu'il faut appartenir à telle localité pour pouvoir faire ceci ou cela. C'est là où on s'est trompé. Et c'est là où il faut redresser la barre pour faire comprendre aux populations que nous partageons un tout. Si nous partageons tout, nous devons pouvoir mettre en place un dispositif concerté, un dispositif partagé pour aller vers ce qu'on appelle l'usufruit, comment profiter de ce qui nous appartient tous. Et ça, maintenant, il faut aller au-delà même des politiques, au-delà des élus, pour construire une dynamique d'ensemble. Et cette dynamique d'ensemble repose sur ce que vous venez de dire, comprendre quelle est la vocation de cette région. Ce n'est pas une région minière. Elle est actuellement minière. Mais on qualifie la région à partir du développement durable, de ce qu'il va devenir demain. Je dis souvent aux populations de Kédougou, aux orpailleurs que je rencontre souvent, que Kédougou est devenu une région minière récemment. Certes, il regorgeait de potentialités, mais on ne pouvait pas les trouver. On ne pouvait pas les dénicher et on n'avait pas les moyens de les sortir. Jusqu'au moment où on ne pouvait pas les sortir, ce n'était pas une région minière. C'est une région minière à partir de l'exploitation. Mais elle a une vocation, comme vous avez dit, sa vocation première, c'est une région agricole. Et elle va devenir agricole. Elle restera agricole. Je l'ai dit, toutes les conventions minières que les sociétés, les grandes sociétés ont signées avec l'État du Sénégal, il n'y a aucune convention minière qui permet à une société de rester plus de 30 ans au Sénégal. Ça n'existe pas. C'est vous dire quoi? Pourquoi ils ont délimité le timing? C'est parce qu'ils savent que la ressource, l'or, elle est périssable. Deuxièmement, c'est une ressource épuisable. Parce qu'elle n'est pas remplaçable. Et à force de sortir de l'or, finalement, on ne trouvera plus rien. Maintenant, quand la ressource aura épuisé, qu'il n'y a plus d'activité intense minière, on devra se développer, on devra vivre. Avec quoi? Il nous faut vivre, il nous faut développer avec nos habitudes premières, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Malheureusement, au moment de reprendre l'élevage, au moment de reprendre l'agriculture, on aura un problème, c'est quoi? La disponibilité de la terre. Parce que la terre est complètement souillée, malmenée et altérée par la recherche de l'or. On utilise des produits toxiques qui altèrent la terre. On va retourner à l'élevage, on a des problèmes parce que l'intrant premier pour faire de l'élevage, c'est l'abreuvement du bétail. Les cours d'eau sont souillés, complètement souillés, à outrance, par le mercure, le cyanure. Le bétail ne peut plus l'utiliser. Donc s'il n'y a pas de point d'eau, absence d'élevage. On avance. On s'est dit qu'on avait le tourisme, la chasse, qui peut être une activité de développement durable. Si les zones synergétiques sont remplacées par des trous d'orpaillage, c'est les touristes qui faisaient la chasse. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y aura plus de chasse. C'est-à-dire qu'au moment où l'or aura complètement fait son temps,
où on devrait revenir à nos habitudes futures, on n'aura plus les moyens de faire de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme. Et ce sont les secteurs qui vont développer Kédougou. Alors, Kédougou, terre bénie des dieux, terre des hommes, comme on dit, terre rouge, quand on voit Kédougou, ces maisons qui deviennent rouges, ça veut dire que c'est de la terre feraltique, c'est de la terre, c'est du fer à ciel ouvert quasiment. Kédougou est en train d'hypothéquer son avenir parce que tout simplement, l'exploitation de ces mines passe avant tout. C'est cela que... L'exploitation des mines passe avant tout. Mais on a la chance quand même de pouvoir gérer une situation qui fait que si on se concerte davantage, on peut atténuer pour le moment la situation. Ce n'est pas trop tard. Atténuer la situation, ça veut dire quoi? Il faut que les gens réfléchissent sur comment faire de l'exploitation aurifère. C'est-à-dire, il faut que les gens aillent vers une exploitation organisée. C'est-à-dire éviter la clandestinité, c'est-à-dire avoir des autorisations. Parce que si vous avez des autorisations, vous êtes encadré. On encadre l'utilisation des produits, on encadre les secteurs et on les oriente vers des zones qui sont des zones qui peuvent être des zones utiles, qu'on peut exploiter. Mais l'autre chose, on les encadre pour une meilleure sécurité. Parce que le problème, c'est que qui fréquente ces zones d'orpaillage? C'est ça la problématique. Et la problématique, d'après certaines études aussi, les sites d'orpaillage, s'ils ne sont pas bien contrôlés du point de vue sécuritaire, vous savez, on a de l'autre côté nos voisins, ce qui se passe de l'autre côté. Ça peut être vraiment un problème dangereux. L'autre jour, j'étais avec quelques sociétés minières, je leur disais, quand vous décidez de poser des explosifs pour ouvrir des tranchées, il faut faire des communiqués et partager avec les populations. Vous savez, l'intérêt, c'est quoi? C'est que chaque fois, quand vous posez, vous faites un communiqué, les gens sauront que chaque fois qu'il y a explosif, il y a d'abord un communiqué. Mais si vous ne le faites pas, vous posez des explosifs, vous allez habituer nos oreilles à des explosifs. C'est dans le domaine du naturel, ça va être dans le domaine du naturel. Le jour où quelqu'un sortira de l'autre côté pour mettre un explosif qui sera dangereux, on dira qu'on est dans le naturel. Alors qu'on est dans le danger. Et c'est là où c'est important, parce que on ne peut pas se départir d'une certaine organisation. Kédougou, zone comme vous dites, bénite, c'est une terre bénite, qui aspire à un développement et qui peut même porter le développement du Sénégal. Mais il faudrait que les gens s'asseyent autour d'une table et réfléchissent davantage. Moi, je me bats pour qu'on puisse circonscrire l'orpaillage sur un temps bien déterminé. Que l'orpaillage puisse se faire toute l'année, mais au mois de juin, on arrête tout le monde. Pendant l'hivernage, que personne ne fasse de l'orpaillage. Et ça, on va gagner 3 choses. La première chose, c'est que on va bénéficier on va bénéficier de ce qu'on appelle le système de lessivage naturel par la pluie. Quand la pluie passe, il nettoie les terres, il nettoie les cours d'eau. Et pendant 3 mois, si on ne fait rien, on peut avoir un système de régénération à petit feu qui va remettre quand même la nature à un certain... Et l'écosystème va gagner. Deuxièmement, ça va pousser les gens à arriver vers une diversification des activités. On va reprendre l'agriculture. Parce que vous ne pouvez pas rester 3 mois sans rien faire. L'agriculteur va retourner au champ, l'éleveur va reprendre ses bêtes, mais le tailleur qui avait abandonné ici son atelier va reprendre l'atelier. Le soudeur revient pendant 3 mois. Ils vont s'habituer à alterner les activités. Et quand ils s'habituent à alterner les activités, ils sauront que l'or n'est pas la seule solution. Une économie intelligente, une économie coopérative, une économie communautaire même, que l'on peut dire qui peuvent être développées ici. Et vous parlez aussi de sécurité, parce que quand je suis venu sur la route, j'ai quand même vu un certain nombre de choses. Et par rapport à ce qui se passe à côté, quelle est aujourd'hui... quelles sont les capacités justement du gouverneur par rapport à toutes ces situations afin qui embrasse large de la sécurité au tourisme et tout ça, parce que c'est une porte d'entrée aussi, et c'est le cœur d'un marché sous-régional. Kédougou est le cœur d'un marché sous-régional. Ça fait beaucoup quand même. Est-ce que le gouverneur est-il quelqu'un de bien nanti, sécuritairement, administrativement? A-t-il une puissance réelle pour pouvoir réagir à temps? Oui. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et je pense que là-bas, je me souviens que quand je prenais service, j'avais dit aux populations de Kédougou que mon objectif, c'est de renforcer la sécurité. C'était un objectif pour moi parce que je savais que les enjeux étaient là.
Effectivement, nous avons les moyens d'assurer cette sécurité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, et vous le connaissez bien, que le gouverneur et le délégué du chef de l'État, représentant tous les ministres, heureusement que nous avons l'écoute des plus hautes autorités. Et chaque fois qu'on attire l'attention de l'autorité sur un fait, nous sommes suivis et nous sommes accompagnés pour mettre en place un dispositif qui rassure. Seulement, on a un problème, un dispositif sécuritaire ne peut pas être porté à la place publique. Mais que les gens se rassurent davantage, la sécurité elle est bien présente à Kédougou. Mais la gestion sécuritaire est un processus. Ce n'est pas seulement la réponse à apporter en cas de problème, mais ça se prépare. C'est-à-dire, pour mieux gérer la sécurité, on ne doit pas être surpris. Et pour ne pas être surpris, et pour savoir quelle est la réponse appropriée face à une menace, il faut avoir en amont toutes les informations. C'est-à-dire, il faut prévoir tous les cas de figure. Et pour prévoir tous les cas de figure, il faut avoir le bon renseignement. Et c'est ça, et c'est là encore où nous lançons un appel aux populations pour leur dire que nous avons nos méthodes et nos canaux de renseignement. Mais ça ne suffit pas. La participation citoyenne des populations à l'effort de sécurité, c'est de nous accompagner dans le renseignement. Le renseignement, ça peut être une dénonciation, ça peut être une lettre anonyme, ça peut être une lettre portée, ça peut être un coup de téléphone connu de tous, ça peut être. Tout est important pour l'autorité administrative qui gère la sécurité. Mais il faudrait que ces personnes s'habituent à nous dire qu'effectivement, nous sommes 20 dans ce village et ce petit matin, on s'est réveillé avec 21 personnes. Quelle est cette personne de trop? D'où il vient? Qui est-il? Qui il fréquente? Qui l'a amené ici? Voilà les renseignements qui nous intéressent. On se dit qu'effectivement, dans ce village, on n'a jamais entendu le bruit d'un véhicule, d'une voiture. Mais ce matin, on a entendu, ou bien la nuit, on a entendu le ronronnement de véhicules. D'où est-ce qu'ils venaient? Est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils sont stationnés ici? Est-ce qu'ils sont toujours là? Et là, vous le donnez à l'autorité, vous lui rendez un service. On n'a pas vu de mosquée, une mosquée apparaît. Qui a financé? Comment se fait le financement? D'où vient l'argent? Et quels sont les destinés? Qu'est-ce qu'on attend de cette mosquée? Quels sont ces gens qui fréquentent la mosquée? On n'a rien contre personne, mais on peut prévenir, préserver la sécurité pour tout le monde. Voilà ce qu'on a besoin. Mais d'habitude, au Sénégal, on est habitué à en faire. Il se passe un acte délictuel ou criminel. Tout le monde est autour pour dire que oui, j'avais pressenti. C'est comme si j'avais senti. Mais si vous avez pressenti, si vous avez senti, dites-le à l'autorité chargée de la sécurité. Nous, on prend les dispositions qui s'imposent. C'est la même chose quand on a des problèmes d'épidémie, de pandémie. Ce n'est pas le médecin qui règle le problème de pandémie. Non, 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 non. C'est la communauté. C'est une gestion communautaire qui prépare toutes les externalités que le médecin n'avait pas, qui le met à sa disposition, le prépare face à une communauté, lui dit les habitudes de cette communauté et le comportement de cette communauté. À partir de ce moment, il sait quelle méthode adapter pour régler le problème. Donc c'est une gestion de communauté, c'est une gestion communautaire. La sécurité aussi, c'est une gestion communautaire. Quand quelqu'un a des vaches, qu'il perd ses vaches, le vol de bétail, qui a volé, on peut savoir de bout en bout si les gens parlent ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille jusqu'à la disparition. Moi, c'est ce que j'appelle l'effort de participation à la gestion sécuritaire. C'est minime, mais ça nous est tellement utile. C'est pourquoi on doit, encore une fois, pour vous dire que c'est un tout, on doit faire de sorte qu'il y ait une connexion entre l'autorité administrative et les populations. Donc cela veut dire que le réseau téléphonique doit être un bon réseau téléphonique. Et qu'il y ait un réseau ou bien un autre moyen de communication qui permet de relier l'autorité. Mais si les gens doivent passer par un autre moyen de communication pour toucher le gouverneur ou le préfet, on n'aura pas besoin de cette information parce que déjà c'est altéré ou c'est filtré ou c'est complètement sous-sapé avant de venir. C'est vous dire que c'est un tout. Mais cette gestion sécuritaire donc appelle de notre part qu'on soit présent partout. D'abord par une présence dissuasive qui se fait parce que on a ce qu'on appelle une montée en puissance des forces, mais aussi par d'autres dispositifs qui sont déjà là. Mais ce que je dis chaque fois aux maires et aux élus quand je discute avec eux, le premier entrant dans la gestion sécuritaire, c'est l'éclairage public. Une localité mal éclairée ne peut pas être sécurisée. L'éclairage public est central dans ce qu'on appelle la gestion de la sécurité. C'est le premier moyen.
Parce que ça met en sécurité la population, mais ça met en sécurité celui qui est chargé d'assurer la sécurité de ces populations. Et donc, s'il n'y a pas d'éclairage public, vous voyez donc la problématique, comment elle sera gérée, difficilement. C'est pourquoi je le dis, c'est le premier intrant de qualité, l'éclairage public. Et ça doit être géré par les collectivités. Donc, vous dire encore une fois combien la communauté est importante dans ça. Maintenant, après l'éclairage public, la gestion du renseignement, qui nous permet de nous préparer face au cas de figure. Parce que l'autorité ne pouvant pas être partout, en tout lieu, en tout moment, à X, au temps T, il faut que les populations que nous sommes censés protéger nous donnent tout ce qui est nouveau chez eux. Leur vécu quotidien, on sait, mais dès que le vécu bascule sur autre chose, qu'ils nous informent. À partir de ce moment, on pose des actes, on met des cas de figure et on étudie vers où peut aller le fait sécuritaire. Et une fois que ce fait sécuritaire est étudié, on met en place des stratégies pour prendre en charge tous les cas de figure qui pourraient survenir et on n'est pas surpris. Donc la réponse pourra être au moins proportionnelle à la menace. À partir de ce moment, on n'est pas lésé et on est très rassuré. Et donc ça, c'est important pour toutes les populations. C'est pourquoi moi, je ne gère pas une sécurité avec seulement les forces de défense et de sécurité, mais je gère une sécurité communautaire. Et il faut que tout le monde s'implique pour nous. Il faut que les gens nous donnent des orientations que nous n'avons pas pour que dans le secret de notre bureau, qu'on puisse dire à l'autorité et à la plus autorité qu'on a besoin d'appui ici, pour renforcer la sécurité des populations. Et chaque fois qu'on le fait, on a une réponse positive par rapport à l'autorité. C'est vous dire que donc, on attend beaucoup des populations et on fera avec les populations et on sera toujours avec eux pour gérer ces problématiques. Alors, monsieur le gouverneur, quasiment 3 questions parce qu'on arrive au terme. La digitalisation, Kédougou étant une ville en plein essor, une ville d'émergence, est-ce que cette digitalisation aujourd'hui a-t-elle rejoint Kédougou pour permettre un accès à Internet beaucoup plus facile, aussi bien pour toutes les populations que pour les services de sécurité? Ça, c'est la première question que je vais vous poser. La deuxième, elle aura trait certainement au contrôle, parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés minières ici, mais est-ce que le gouverneur a-t-il une capacité de contrôle par rapport? Et après, c'est l'accès aux sites touristiques, parce que qui dit Kédougou parle de cascades, parle de montagnes, de très belles choses à voir, mais parfois les accès ne sont pas évidents et ça ne favorise pas un tourisme, en tout cas dans ce sens. Vous avez parfaitement. Pour la première question, c'est vrai que nous sommes dans ce combat. D'abord, l'accès à un service numérique, mais à un service numérique de qualité. Le numérique est l'alternative pour le développement aujourd'hui. On doit passer, comme je le dis tout le temps, Kédougou est à presque 700 km de Dakar. Si le gouverneur de Kédougou devrait, pour chaque fois, envoyer ses courriers à Dakar, prendre la route, ce serait complètement impensable. Donc il nous faut, on se base sur ce qu'on appelle le numérique pour pouvoir travailler très rapidement et rattraper le temps perdu. Mais ce même dispositif aussi doit être appliqué au niveau aussi bien du gouverneur qu'au niveau de l'interland. C'est-à-dire ceux qui sont dans les villages les plus reculés doivent pouvoir bénéficier de ça. C'est vrai que ça faisait défaut quelque part. Il y a dans certains villages où on avait des difficultés d'accès à ce réseau, à la couverture téléphonique, mais non seulement à la couverture téléphonique, à la couverture Internet. Et je pense que si on n'a pas le téléphone, on ne peut pas penser à l'Internet. Et sur beaucoup de choses maintenant, nous voulons aller vers une digitalisation des services. Et ça, je pense qu'il nous faut démocratiser totalement l'accès à l'Internet, l'accès au réseau téléphonique pour permettre aux populations d'être interconnectées en tout lieu et en tout moment. Moi, je suis un gouverneur qui prône beaucoup plus la digitalisation. La preuve, moi, je travaille rarement avec du papier. Je préfère toujours travailler avec la digitalisation pour rattraper le temps, mais pour aller très vite, mais pour avoir... Parce qu'on n'est pas souvent doté d'un service d'archivage qui nous permet d'avoir toujours nos documents. C'est pourquoi avec la digitalisation, ça nous permet d'être notre propre archiveur. Et ça, je pense que c'est bénéfique. Et ça nous permet... si vous voulez gérer aussi la sécurité, il faut avoir un réseau dense. L'accès doit être démocratisé et partout on doit pouvoir communiquer avec les gens. Parce que le réseau téléphonique nous permet aussi de gérer le service public. Et donc, ça, je pense que j'ai reçu ici le directeur général de Orange, Sonatel. On a longuement discuté, il est sur des projets qui est en train de changer les choses. Parce que dans notre rencontre, je lui ai dit qu'en réalité, toutes les sociétés minières devraient avoir leur siège social ici.
C'est parce qu'il y a certaines communautés qui n'existaient pas à l'époque, que certains sont basés à Dakar, d'autres sont basés ailleurs, et qui viennent faire des services et repartir. Maintenant, si on est mieux doté, tout cela peut revenir à Kédougou, et ça va faire une création de richesse parce qu'il y aura des emplois qui seront sur place. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc, on est dans cette dynamique. L'État aussi est en train d'accompagner par le projet de fibre optique, avec l'intranet gouvernemental qui sera bientôt effectif à Kédougou, et qui nous permettra maintenant d'aller vers ce qu'on appelle les démarches administratives beaucoup plus digitalisées. Et ça, avec ce qu'on appelle la gestion de proximité avec les espaces services, ça va aller très rapidement. En tout cas, sur ce côté, ça bouge beaucoup. Et on va accélérer le processus, on suit quand même, parce que l'accès à l'Internet et à la couverture téléphonique, c'est un problème de sécurité et c'est un problème de survie aussi. Donc à ce niveau, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et nous allons suivre aussi pour que cela puisse vraiment aller de l'avant. Je pense qu'à ce niveau aussi, pour votre deuxième question, c'était encore voilà, le contrôle. L'ensemble des sociétés minières qui sont dans la zone et qui exploitent reçoivent fréquemment les visites du gouverneur à travers des commissions qui sont mises en place et on est en étroite collaboration sur beaucoup de choses. Hein. Je pense que même pour ce qui est des plans d'opération et les plans d'intervention interne sont souvent même révisés ensemble avec les services de l'État. C'est vous dire que donc nous avons un œil sur ce qu'ils sont en train de faire. Même pour les relais, parce que souvent les relais se font avec des avions, ils viennent descendre. Depuis que je suis là, j'ai ordonné à la police des frontières de contrôler les avions qui descendent pour amener les relèves. Ça veut dire que nous contrôlons tout du début à la fin. Les gens pensent que les gens entrent et sortent comme ils veulent, mais tel n'est pas le cas. Il y a un système de contrôle qui est bien établi, bien huilé et qui est mis en place. Parce que depuis que je suis là, je veux voir tout ce qui se passe dans ce système minier. Maintenant, il y a des sociétés qui ne sont pas encore en exploitation, phase d'exploitation. Pour les sociétés qui sont en phase exploration, bon, là, on attend qu'ils aillent dans l'autre phase parce que quand ils sont en exploration, il n'y a pas beaucoup de personnel, il n'y a pas un arsenal qui est développé, c'est juste une équipe très réduite dans des zones qui ne sont pas fixes. Et là, c'est difficile à contrôler. Mais dès l'instant qu'ils vont passer à la phase d'exploitation, ils seront obligés de créer une usine et de rester. Ils seront sous l'œil de l'État aussi, parce que aussi le contrôle se fera à tous les niveaux. Aussi bien au niveau du ministère chargé de ce domaine, mais aussi au niveau de l'autorité qui est là et qui devra rendre compte au président de la République et à l'ensemble des ministres chaque fois que de besoin. Donc à ce niveau aussi, on fait le nécessaire pour assurer ce travail de contrôle qui se fait en étroite collaboration avec l'ensemble des sociétés minières quand même, en parfaite harmonie quand même. Et ça, je pense que c'est normal parce que, quoi qu'on dise, pas force va rester à la loi, mais la puissance publique appartient à l'État. Et nous avons cette responsabilité de garantir une sécurité, mais de garantir une stabilité à tous les niveaux, à nos populations. Ça fait, tous ceux qui viennent accompagner le développement économique doivent se calquer dans cette dynamique. C'est pourquoi nous avons un œil sur tout. Moi, je le dis, je suis un gouverneur qui n'a pas de limite, parce que je dois tout voir pour tout rendre compte au président de la République, parce que nous devons tout contrôler pour mettre nos populations en parfaite sécurité. Tant que la sécurité est là pour les populations, on est tranquille, parce qu'ils sont notre raison d'exister dans cette zone. Parce que s'il n'y avait pas les populations, il n'y aurait pas une région, et s'il n'y avait pas de région, il n'y aurait pas de gouverneur. Je pense que ça, nous devons le comprendre, ainsi accompagner les populations dans cette dynamique. Alors, il y avait l'accès aux sites touristiques. Oui. J'ai oublié l'électricité. Oui. Et le barrage, il y a un barrage, je pense, dont la construction est imminente. Les études, ils sont au niveau d'études. J'ai appris tout récemment. Alors, ce qui va changer quand même. Ouais. Maintenant, pour l'accès aux sites touristiques, vous avez raison. Kédougou a une morphologie géographique très complexe, où c'est des montagnes, c'est des montées, c'est des pas descentes. C'est un peu difficile d'accès. Et l'État est en train de voir à travers une politique, par exemple, lorsque le président était là en visite, on a un peu longuement discuté sur Dindifelo, les cascades de Dindifelo, où l'État doit prendre en charge un projet, il doit mettre un projet qui permet d'exploiter quand même économiquement cette zone. Mais pour pouvoir l'exploiter économiquement, il y a ce qu'on appelle des choses à mettre en place, des choses à faire pour que vraiment le site puisse être accessible, mais aussi un site visible de tous. Et ça, l'État, je pense que va réfléchir sur ça. Et il y a un projet qui devrait prendre forme pour pouvoir maintenant vendre carrément cette destination d'Idifelo et permettre aux gens aussi de voir il y a d'autres potentialités touristiques. Mais pour toutes ces potentialités, ce qui était difficile pour Kédougou, c'était les voies de communication. L'État commence à investir dans ces voies de communication
Il y a Promoville qui est là, il y a la Géroute, il y a le PUDC. Et une fois qu'on ouvre les voies de communication, l'accès devient de moins en moins compliqué. À partir de ce moment, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut restaurer pour que la visibilité puisse être là au niveau de ces zones touristiques. Ça, je pense que c'est en train d'être fait. Pour l'accès à l'énergie, c'était la problématique majeure au niveau de Kédougou. Vous savez qu'au niveau de Kédougou, les zones électrifiées étaient comptées. Hein? Donc maintenant, quand je suis venu, il y a eu un problème terrible. Hein? Bon, on s'est battu avec l'appui de l'autorité, on a changé les groupes, on nous a amené des groupes neufs, ce qui a un peu atténué le système de manque d'énergie. Mais maintenant, avec le nouveau poste qui est prêt et qui doit être connecté au barrage de Samangalou, je pense que le barrage de Samangalou va bientôt prendre forme. C'est un grand projet d'interconnecté qui va à la limite, pendant le pic, générer 1000 emplois sur le site. 1000 emplois qui privilégient l'emploi local d'abord. Et avec une base vie où tous les employés seront logés sur place. Avec des standings de vie vraiment très développés, parce que ce ne sont pas seulement des chambres où on va mettre les gens. C'est des standings de vie très modernes et on va créer une nouvelle cité pendant que le projet va être là pour les 4 ans. Maintenant, après le projet, tous ces bâtiments seront rétrocédés à l'État du Sénégal et qui pourra créer une nouvelle ville avec vraiment des commodités qui existent là-bas. Donc Samangalou va être un projet novateur où tout sera sur place. On va créer les banques là-bas, le temps du projet, tout sera sur place. Personne ne bouge. Et au pic, on aura 1000 emplois. Au pic, quand on dit pic, c'est crescendo et décrescendo. Donc au moment de la démobilisation, on va aussi lâcher des gens jusqu'à arriver à terme. Donc c'est vous dire que c'est un projet. Mais d'ici là, le poste est terminé et la Sénélec va mettre en service ce poste. Et Kédougou sera connecté à ce poste. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va nous permettre d'arrêter le groupe qui fonctionne ici. Le groupe va arrêter. Kédougou sera maintenant alimenté sur 2 jonctions qui permettent d'alterner les coupures de courant. C'est-à-dire, on va passer de 6600 à 30 000 volts, ce qui fait alimenter Dakar, qui alimente actuellement Kédougou, qui alimente toutes les grandes villes du Sénégal. Je vous dis qu'on aura une autonomie d'énergie. Et toutes les villes qui n'étaient pas connectées aux alentours de Kédougou pourront aspirer à la connexion sur l'énergie électrique. On aura suffisamment d'énergie pour permettre. Maintenant, une fois que le barrage aura terminé, là c'est carrément la connexion totale au niveau du barrage de Samangalou, qui est déjà un projet hydroélectrique. Et ce projet hydroélectrique qui va servir nos pays, les pays de l'OMVG. Mais d'ici là, quand on sera connecté au niveau du poste, les soucis de coupure et d'énergie seront réglés. Et cela, c'est dans l'imminence, parce qu'on veut le faire avant l'hivernage. On veut que complètement Kédougou soit connecté avant l'hivernage et qu'on puisse maintenant procéder à l'extension, parce qu'il nous faut rapidement aller dans ça, parce que nous avons l'hôpital de Kédougou qui a des machines modernes. Il faut suffisamment d'énergie pour pouvoir utiliser ces machines. Pour le moment, pour certaines machines, j'ai dit au directeur d'être très prudent, parce qu'on ne veut pas mettre quand même un investissement comme ça et le mettre en danger. Et bientôt, on aura fini le système de basculement. Et quand on aura fini de basculer, les problèmes d'énergie seront réglés. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de panne, mais des coupures, des délestages, ça va être un mauvais souvenir pour Kédougou. Ce qui va faire de Kédougou la capitale médicale de la sous-région. Oui, la capitale médicale de la sous-région, voilà le mot. Parce que l'hôpital régional de Kédougou va être l'hôpital de la sous-région. Parce que les gens, nos voisins, ont réellement confiance à l'expertise sénégalaise. Pendant la Covid, je faisais le tour de la frontière, parce qu'on ne voulait pas que les gens entrent, parce que bon, c'était une période où tout le monde avait peur, c'est normal, chacun se barricade. On avait souvent des entrées qu'on repoussait, c'est vrai, c'est normal. Mais une fois, quand on a arrêté un véhicule rempli d'étrangers, on leur a posé la question, pourquoi le Sénégal chaque fois? Et il y a d'autres pays qui sont là. Ils ont dit que dans le communiqué, chaque fois, ils entendent au Sénégal guéri, nombre de guéris, tant, nombre de guéris. Et ils ont dit qu'au Sénégal, on soigne la maladie. Par contre, d'autres pays, ils ne sont pas sûrs qu'ils soignent, mais ils savent qu'au Sénégal, on soigne. Donc, il y a une expertise avérée qui fait que chaque fois, quand ils ont des difficultés, c'est au niveau du Sénégal qu'ils viennent se soigner. On a vu qu'il y a eu des pandémies, beaucoup d'épidémies dans la sous-région, mais l'expertise sénégalaise étant, non seulement ici au niveau du Sénégal, mais même l'expertise sortait pour aller accompagner nos voisins.
C'est vous dire que l'hôpital de Kédougou sera l'hôpital de la sous-région, comme vous avez dit. Effectivement, ce sera l'hôpital de la sous-région. Terminé peut-être par l'accès à l'eau, parce que aussi c'était une doléance majeure au niveau de Kédougou quand je venais. Il n'y avait pas d'eau. Vous allez comprendre pourquoi je me bats contre la préservation de l'écosystème. On est sur le socle, ce qu'on appelle la zone de socle. La particularité de la zone de socle, c'est qu'il est difficile de forer pour avoir un forage pérenne qui va durer et qui va vous donner de l'eau de qualité, parce que la zone de socle est très dure. Bon, beaucoup de forages ne vivent pas longtemps. L'expérience qu'on a à Kédougou qui nous permet de tourner le dos au déficit d'eau, parce qu'actuellement à Kédougou, en pareil moment, il n'y avait pas d'eau jusqu'à la tombée des premières pluies. C'est les premières pluies qui remplissaient les nappes pour permettre maintenant au forage de tirer. Je veux dire que dès qu'on sortait du mois de janvier à presque mai, il y avait des problèmes d'eau à Kédougou. L'eau ne venait que la nuit. C'était difficile. Avec l'heureuse expérience que le président de la République a voulu financer, on a mis une usine d'eau ici à la sortie vers Bandafassi. Bon, on dit usine d'eau de Kédougou, voilà l'intercommunalité qui revient. L'usine d'eau est à Bandafassi et il dessert Kédougou. On a tiré l'eau de Itato. Itato qui est un cours d'eau, un bras de fleuve. Mais Itato, c'est une eau de surface. Comme la Falémé est une eau de surface. Comme le fleuve Gambie est une eau de surface. Itato n'est pas souillé parce que ce n'est pas une zone d'exploitation aurifère. C'est cette eau qu'on a tirée, renvoyée à l'usine qui le traite et qui le renvoie sur le secteur de Kédougou et pour nous régler notre problème d'eau. Mais dans cette zone de socle derrière, où les forages ne tiennent pas, l'alternative, ce sera les eaux de surface. Mais quand les eaux de surface sont souillées, on ne peut plus les traiter, ou bien si on les traite, ça va influer sur le niveau et le prix de l'eau. Voilà pourquoi quelquefois, dans certaines zones du Sénégal, à un moment donné, les gens ressentent qu'il y a monté au niveau des factures le prix de l'eau. Mais c'est le coût de traitement qui renchérit. Parce que nous, hommes, nous avons causé des externalités sur les recours d'eau qui font que cette eau qui était propre au départ est maintenant souillée. Il faut des moyens pour nettoyer cette eau. Voilà pourquoi je me bats pour que la Falémé ne puisse pas être quand même souillée. Parce que c'est le réservoir d'eau naturel du Sénégal. Cette Falémé alimente jusqu'au lac de Guiara. Et ces réservoirs d'eau, si on est en train de le souiller, la technique d'utilisation et de tirage de l'eau par les eaux de surface ne pourra plus être possible. Ou bien même si c'est possible, ça va coûter très cher. Et nous sommes dans une dynamique où l'eau devra baisser, le prix de l'eau devra baisser et non pas augmenter. Par l'action de l'homme, on est en train même de nous tuer à petit feu. Donc, ces cours d'eau qui sont des cours d'eau naturels et qui génèrent de l'eau naturelle, qui nous permettent de le transformer de l'intérieur et d'en faire une eau potable, une bonne eau, une eau douce, cette eau doit être protégée, cette source doit être protégée. Et comment le protéger? C'est empêcher que les gens en fassent de l'eau de lessivage. Vous avez sur la Falémé, si je vous montre des images que j'ai, c'est ahurissant, vous allez voir. Si vous allez sur le fleuve Gambie, moi je me souviens en 2007, j'étais adjoint au gouverneur de Tambacounda. À l'époque, ici, c'était un département. Je venais ici souvent en mission. Mais quand je venais ici, qu'est-ce qui m'attirait à Kédougou? Vous étiez au niveau de l'hôtel Bédic. Vous avez une vue sur le fleuve. Et vous voyez les jardins de maraîchage tout autour. C'était très beau. Du maraîchage toute l'année. C'était des légumes. C'était vert, tout le temps vert. Parce que l'eau était quand même une bonne eau qui pouvait servir à arroser. Maintenant, si vous allez là-bas, quand vous jetez un œil, vous ne voyez rien. C'est sec, c'est aride. Parce que l'eau ne peut plus permettre aux gens de cultiver des jardins. Parce qu'on a complètement souillé l'eau. Moi, je me dis, mettons sur la balance les 3 pépites d'or qu'on sort et l'avenir de nos générations futures, par où va pencher la balance? Est-ce qu'on peut faire tout de suite, nourrir 10 personnes avec de l'or tout de suite sorti sous terre? Mais nous oublions que nous sommes en train d'hypothéquer la vie de 60 jeunes des générations futures. Pourquoi? Parce que, arrivé à un moment où ils ne pourront plus avoir ce qu'on appelle un climat apaisé, ils ne pourront plus avoir ce qu'on appelle une adaptation climatique, parce que le dérèglement sera très avancé. Ils ne pourront plus avoir une eau pour cultiver, ils ne pourront plus avoir une
des terres pour cultiver, finalement, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et dans leur discours, ils diront que le gouverneur à l'époque n'a pas veillé sur ces générations futures. Ils diront que le maire, les populations, les journalistes de telle ou telle localité qui étaient en ce moment à Kédougou n'ont pas bien parlé de cette problématique. Et nous serons tous dans l'escarcelle de l'évaluation négative. Et on n'a pas le droit de faillir à cela parce que nos parents, nos grands-parents ont bien travaillé pour nous. On est en train vraiment d'utiliser ce qu'ils ont tout fait pour nous. Actuellement, on vit plus ou moins bien. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas remettre cela sur la sellette et permettre à nos petits-enfants demain d'aspirer à une vie durable, à un développement durable, ne serait-ce que par un écosystème bien maîtrisé? C'est là où se trouve la question. Parce que 10 grammes d'or, 10 kilos d'or tout de suite va hypothéquer la vie de au moins 1000 jeunes demain. Parce que je les ai, cet or-là, j'ai puisé cet or-là en faisant ce qu'on appelle complètement, en souillant les terres, en souillant les eaux, mais aussi en faisant fi de la nature. J'ai complètement déréglé l'écosystème. Parce que dans cet écosystème, tout se tient. Maintenant, il faut vraiment réfléchir sur quoi? Qu'est-ce que ça nous a servi? Parce qu'en réalité, si c'est bien exploité, là où tu as 10 000 francs, en principe, tu devais pouvoir avoir 50 000 francs. Mais si tu te retrouves avec 10 000 francs et que tu te suffis avec ces 10 000 francs, là où les autres viennent saper notre morale, saper notre écosystème, ils retournent pourtant avec beaucoup d'argent, avec le maximum de la part, et en retour, ils vont retrouver un écosystème assaini chez eux. Nous avons cette problématique. Et là, nous devons rendre compte demain. Et au moment de l'évaluation, nous serons tous désignés du doigt. Qu'il soit bon ou mauvais, on sera comptable de cela. Et au moins, on pourrait s'en sortir si on se dit qu'au moment T, j'avais posé cette problématique. L'autre dira qu'au moment T, j'avais combattu cette problématique. J'avais apporté mon pierre à l'édifice. L'autre dira que je n'ai rien fait. Mais celui qui n'a rien fait à ce moment, sera principalement le responsable de tout ce qui va se passer. Nous posons des actes pour les générations futures. Cela n'empêche que nous devons accompagner les populations à vivre décemment, à vivre mieux, et nous le ferons. Tant qu'il est possible de le faire, nous le ferons. Et nous le ferons avec eux. Parce qu'on a dépassé maintenant, dans le cadre de nos projets, je le dis souvent, il faut changer de paradigme. On n'est plus dans cette zone de confort où on dit que oui, je suis porteur de projet et les populations sont les cibles, c'est dépassé. Je suis porteur de projet, mais les populations deviennent cibles et acteurs en même temps. Et le fait d'être cible et acteur les implique dans ce projet. À partir du moment où ils deviennent sociétaires du projet, et quand ils sont sociétaires du projet, ils vont conduire la réussite du projet. L'intérêt dans ça, ils repoussent les limites de l'impossible. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire. Et facilement, si l'impossible n'existe pas, l'échec n'existe pas. Et vous allez réussir avec les populations. Le projet se retire ou le promoteur se retire. Les acteurs bénéficiaires assurent la pérennité et la durabilité. Mais tant qu'il n'y a pas cette notion de cible-acteur, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de durabilité. Quand le promoteur se retire, le projet prend fin. Et ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour un projet pour un moment. On est pour un projet pour un développement durable. Et la durabilité est assurée par les acteurs qui sont les principaux bénéficiaires de ce projet ou ce programme. Et c'est là où nous devons changer de paradigme, changer d'attitude et savoir qu'au niveau de ces populations, il n'y a pas un vide qui est là. Il y a des prérequis, il y a des préacquis qui sont là. Et il faut partir de ces prérequis et de ces préacquis pour les transformer en ce qu'on appelle un produit comestible. Et à partir de ce moment, ils se sentent dans ce que vous faites. Et tant qu'on n'est pas dans ça, on est en train de transcender à l'autre quelque chose qui peut l'intéresser comme qui ne peut pas l'intéresser. Et pour le mettre dans sa tête, c'est difficile. Parce que je le dis souvent, il y a deux moyens pour faire passer une connaissance ou pour adopter un principe chez quelqu'un d'autre. Soit vous suscitez l'intérêt en lui par rapport à ce que vous voulez lui donner, il vous suit et il communique avec vous. À défaut de pouvoir susciter l'intérêt, vous devez le séduire. Séduire par les actes, séduire par la méthode, et séduire par le projet que vous allez poser, mais par la stratégie que vous allez définir avec lui pour le rassurer. Voilà les deux seuls moyens, les deux seuls leviers qui vous permettent de réussir. Ou vous le séduisez pour le convaincre, ou vous ne pouvez pas le séduire, suscitez l'intérêt en lui. Et s'il voit qu'il y a de l'intérêt, il vous suit. Et l'un dans l'autre,
Ça permet d'assurer une pérennité dans le développement. Et à partir de ce moment, on parlera de développement durable. Sans ça, il n'y a pas de développement durable. Développement calqué sur le temps de votre existence ou d'existence du projet, le développement est fini. Et il faut que les générations se renouvellent. Il faut que le développement puisse être durable pour suivre le renouvellement de ces générations. Il y a lieu donc de faire avec les communautés, à partir des communautés, pour que tout le monde reste, tout reste dans les communautés. C'est uniquement ça la voie du développement. Si on n'est pas dans ça, on ne réussit pas. On fait du folklore, on nous écoute, on nous suit, on nous regarde dans les chaînes de télé, on nous écoute à la radio. Mais à la limite, au moment d'évaluation, c'est 0 pointé. Voilà ce qu'on a besoin. Mais d'habitude, au Sénégal, on est habitué en fait. Il se passe un acte délictuel ou criminel. Tout le monde est autour pour dire que oui, j'avais pressenti. C'est comme si j'avais senti. Mais si vous avez pressenti, si vous avez senti, dites-le à l'autorité chargée de la sécurité. Nous, on prend les dispositions qui s'imposent. C'est la même chose quand on a des problèmes d'épidémie, de pandémie. Ce n'est pas le médecin qui règle le problème de pandémie. Non, 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 non. C'est la communauté. C'est une gestion communautaire qui prépare toutes les externalités que le médecin n'avait pas, qui le met à sa disposition, le prépare face à une communauté, lui dit les habitudes de cette communauté et le comportement de cette communauté. À partir de ce moment, il sait quelle méthode adapter pour régler le problème. Donc c'est une gestion de communauté, c'est une gestion communautaire. La sécurité aussi, c'est une gestion communautaire. Quand quelqu'un a des vaches, qu'il perd ses vaches, le vol de bétail qui a volé, on peut savoir de bout en bout si les gens parlent ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille jusqu'à la disparition. Moi, c'est ce que j'appelle l'effort de participation à la gestion sécuritaire. C'est minime, mais ça nous est tellement utile. C'est pourquoi on doit, encore une fois, pour vous dire que c'est un tout, on doit faire de sorte qu'il y ait une connexion entre l'autorité administrative et les populations. Donc cela veut dire que le réseau téléphonique doit être un bon réseau téléphonique. Et qu'il y ait un réseau ou bien un autre moyen de communication qui permet de relier l'autorité. Mais si les gens doivent passer par un autre moyen de communication pour toucher le gouverneur ou le préfet, on n'aura pas besoin de cette information parce que déjà c'est altéré ou c'est filtré ou c'est complètement sous-sapé avant de venir. C'est vous dire que c'est un tout. Mais cette gestion sécuritaire donc appelle de notre part qu'on soit présent partout. D'abord par une présence dissuasive qui se fait parce que on a ce qu'on appelle une montée en puissance des forces, mais aussi par d'autres dispositifs qui sont déjà là. Mais ce que je dis chaque fois aux maires et aux élus quand je discute avec eux, le premier entrant dans la gestion sécuritaire, c'est l'éclairage public. Une localité mal éclairée ne peut pas être sécurisée. L'éclairage public est central dans ce qu'on appelle la gestion de la sécurité. C'est le premier moyen. Parce que ça met en sécurité la population, mais ça met en sécurité celui qui est chargé d'assurer la sécurité de ces populations. Et donc, s'il n'y a pas d'éclairage public, vous voyez donc la problématique, comment elle sera gérée, difficilement. C'est pourquoi je le dis, c'est le premier intrant de qualité, l'éclairage public. Et ça doit être géré par les collectivités. Donc, vous dire encore une fois combien la communauté est importante dans ça. Maintenant, après l'éclairage public, la gestion du renseignement, qui nous permet de nous préparer face au cas de figure. Parce que l'autorité ne pouvant pas être partout, en tout lieu, en tout moment, à X, au temps T, il faut que les populations que nous sommes censés protéger nous donnent tout ce qui est nouveau chez eux. Leur vécu quotidien, on sait, mais dès que le vécu bascule sur autre chose, qu'ils nous informent. À partir de ce moment, on pose des actes, on met des cas de figure et on étudie vers où peut aller le fait sécuritaire. Et une fois que ce fait sécuritaire est étudié, on met en place des stratégies pour prendre en charge tous les cas de figure qui pourraient survenir et on n'est pas surpris. Donc la réponse pourra être au moins proportionnelle à la menace. À partir de ce moment, on n'est pas lésé et on est très rassuré. Et donc ça, c'est important pour toutes les populations. C'est pourquoi moi, je ne gère pas une sécurité avec seulement les forces de défense et de sécurité, mais je gère une sécurité communautaire. Et il faut que tout le monde s'implique pour nous. Il faut que les gens nous donnent des orientations que nous n'avons pas pour que dans le secret de notre bureau, qu'on puisse dire à l'autorité et à la plus haute autorité qu'on a besoin d'appui ici, pour renforcer la sécurité des populations. Et chaque fois qu'on le fait, on a une réponse positive par rapport à l'autorité. C'est vous dire que donc, on attend beaucoup des populations.
et on fera avec les populations et on sera toujours avec eux pour gérer ces problématiques. Cette façon de faire des projets, ça titille la dignité humaine. L'être humain ne veut pas rester assis et qu'on lui donne. Vous êtes en train de heurter sa dignité. Et quand vous faites de lui un bénéficiaire acteur, il vous montre ses prouesses. Il vous sort ses prérequis et ses préacquis et il se sent digne de ce qu'il va recevoir comme appui et comme aide. Et là, vous le rendez homme, vous le rendez humain. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'il peut considérer qu'il a participé à son propre développement, lui. Ça, on doit en réfléchir beaucoup maintenant au Sénégal. C'est ce qui manque et nous devons tout faire pour aller dans cette dynamique. Merci, monsieur le gouverneur, de nous avoir accordé cet important échange de plus d'une heure, durant lequel nous avons parlé de la région de Kédougou. Vous avez parlé de Kédougou avec beaucoup de passion, vous avez parlé de Kédougou avec beaucoup d'envie. Vous nous avez même donné envie d'extirper notre conversation que nous avons eue de cette émission Mon Pays qui a commencé par Kédougou, que nous avons rejointe il y a très peu. C'était ce matin, nous sommes arrivés ce matin pour faire le travail. Depuis ce matin, nous sommes. Donc cette émission que nous extirperons parce que tellement elle est intéressante, elle est longue et très riche. Voilà ce que nous allons en tout cas donner à nos téléspectateurs, en tout cas de Madère TV, sur ce voyage que nous avons fait ici. Sur ce, nous vous disons merci. Merci de nous avoir accordé ce rendez-vous. Merci à vous pour un prochain numéro de Mon Pays à travers le Sénégal. Madère TV va partout avec Charles Faye.